Bonjour à tout le monde. Bienvenue pour cette session au module 9 de l'Afranum, le module de formation numérique de l'Afravie. Euh, Aujourd'hui, on va vous présenter une session à trois. Donc, il y aura une présentation sur les mutilations génitales féminines et l'excision par Jasmine Abdul-Kadir. Moi, je vous ferai une présentation sur le lien entre les femmes en situation d'exil et les violences sexuelles. Et puis, Michel Bourrelli vous présentera violences sexuelles entre couples HSH et puis conclura aussi cette session de la femme. En fait, à chaque présentation, on commencera toujours de la même façon par deux quiz où je pense que vous avez l'habitude de vous en servir. On vous posera des questions d'introduction. Ensuite, on déroulera la présentation d'environ 20 minutes. Et puis, à la fin de chaque présentation, on aura une session questions-réponses et chaque intervenant pourra répondre à ces sessions de questions-réponses. OK. Alors, pour commencer, je vais vous présenter Jasmine Abdul-Kadir. Donc, Jasmine est gynéco. Elle est formée en médecine sexuelle. Elle travaille dans une unité de gynéco-obstétricale dans les hôpitaux universitaires de Genève, dans une consultation pour les femmes et les filles vivant avec une excision ou des mutilations génitales. Elle a écrit beaucoup d'articles et beaucoup de chapitres scientifiques sur l'amélioration de la santé reproductive et de la santé sexuelle chez des femmes atteintes de MGF. Et elle est chargée des cours à la faculté de l'Université de Genève. C'est vraiment le sujet qu'elle connaît très bien. Et pour son travail dans l'amélioration de la santé des femmes atteintes de MGF, elle a reçu en 2018 le titre de Chevalier de la République italienne. Ok. Donc, Jasmine, c'est à toi. Si tu peux nous partager ta présentation. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Moi, comme Claire a dit, je vais parler de mutilations génitales féminines qui sont définies par l'Organisation mondiale de la santé comme toute procédure qui amène à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes à but non thérapeutique. Pendant ma présentation, je vais parler de mutilation génitale, même si, comme vous le savez, il s'agit des pratiques qui peuvent être appelées de différentes manières parmi les professionnels et les personnes concernées, comme mutilation sexuelle, en anglais coupure des organes génitaux, et de plus en plus, la définition de l'OMS est débattue car elle peut amener à confusion vu que ça n'inclut pas dans sa définition le caractère rituel de la pratique et qu'il y a d'autres modifications non consenties sur les organes génitaux des mineurs en particulier. Alors, Donc, Jasmine, excuse-moi, il y a juste oui. deux questions de sondage avant que tu te lances. Voilà, tu vont être lancées. Mais voilà. Donc là, vous avez les deux questions. Si Jasmine, tu peux les lire. Oui, alors avant de commencer, la première question, c'est combien de types principaux de mutilation génitale différencient la classification de l'OMS? Un, 2, 3, 4, 5. Je vous laisse répondre. Et la deuxième question, c'est la désinfibulation en cas de mutilation génitale de type 3, c'est-à-dire infibulation, devrait être proposée à tout moment de la vie d'une femme ou d'une fille, seulement sous anesthésie locale, seulement en cas de symptômes référés par la patiente, jamais, seulement en cas de grossesse ou accouchement. Est-ce qu'on regarde les réponses?
Et donc, on voit que 43% a répondu à la première question qu'il y a 4 types, 39% 3 types et une minorité de personnes 1 ou 2 types. Personne a répondu qu'il y en a 5 types. Et par rapport à la deuxième question, donc la majorité, 57% a répondu à tout moment de la vie d'une femme ou fille, 43% seulement sous anesthésie locale. Le choix multiple était possible, seulement en cas de symptômes, 17%. Personne n'a choisi les 2 dernières options. Donc, on verra pendant la présentation les réponses à ces 2 questions. Donc là, je vais juste continuer. Comme Claire a dit, donc, ici aux hôpitaux universitaires de Genève, en 2010, on a ouvert une consultation pour la prise en charge des femmes et filles qui ont vécu une excision, circoncision, infibulation ou autre modification des organes génitaux. Et c'est une consultation qui a lieu 2 fois par mois où on reçoit principalement des adultes, une minorité de mineurs qui peuvent venir d'origines différentes. On n'a pas vraiment une origine principale à Genève, même si la majorité de nos patientes viennent d'Érythrée et de Somalie. Mais dans les premières années, donc les premières 7 ans de travail, on a analysé les origines géographiques. On a eu plus que 20 pays représentés, avec 40% de nos patientes chrétiennes, 60% musulmanes. Et donc, notre travail commence par l'accueil, la prise en charge, l'information, passe à travers des traitements en cas de complications qui peuvent inclure des chirurgies. On travaille sur la prévention, on fait de la recherche, de la divulgation et on n'est pas tout seul. On n'est pas seulement la gynécologue et la sage-femme dans cette consultation, mais on collabore avec les pédiatres, si nécessaire les médecins légistes, l'unité de santé sexuelle et planning familial. On a une psychologue, sexologue et que si besoin, un psychiatre. On peut être sollicité pour les certificats en lien avec les demandes d'asile et pour des expertises médico-légales. Donc, dans le monde, les estimations parlent d'environ 200 millions de femmes et filles dans plus que 30 pays. Et avec le mouvement migratoire, on parle d'une pratique qui est globale. On imagine souvent l'excision comme un rituel sans anesthésie, avec des outils non stérilisés. Mais en réalité, surtout dans certains pays, c'est une pratique qui peut être médicalisée, c'est-à-dire effectuée sous anesthésie par du personnel soignant ou médical et avec du matériel stérile. Les pays principalement concernés sont les Kenya, les Soudan et l'Égypte. En Europe, on estime environ à 600 000 les femmes et les filles concernées par une mutilation génitale et aux États-Unis, environ 500 000. Il s'agit d'une pratique, c'est important de le dire, parce que quand on voit cette carte avec les couleurs, on voit des pays à très haute prévalence, des pays à moindre prévalence. Donc, c'est une pratique qui est déjà dynamique, donc en fonction de la génération et du milieu socio-économique ou du milieu rural ou urbain, la prévalence peut changer et c'est une pratique aussi qui dépend, qui est en lien avec le groupe ethnique. Donc des pays comme l'Éthiopie, le Nigeria, ils sont colorés dans une certaine couleur, mais il y a certains groupes ethniques où la prévalence est élevée et certains groupes ethniques où la prévalence est plus basse. Quand j'ai dit que c'est une pratique dynamique, elle est aussi influencée par les campagnes de prévention, par les lois qui sont implémentées ou pas, et aussi parfois par des crises économiques, comme par exemple avec la pandémie, il y a de plus en plus des reports qui sont un peu anecdotiques, mais récemment, un papier scientifique qui est sorti qui montre comme parfois la pandémie a pu provoquer dans certains endroits une augmentation à nouveau de la mutilation génitale qui était en train de diminuer, surtout en lien avec une augmentation du mariage plus précoce et pour avoir une garantie de bon mariage aussi du point de vue économique. Et donc, la mutilation génitale étant en lien avec une virginité prématrimoniale et donc plus de valeur en lien avec un futur mariage, c'est une pratique qui a réapparu ou qui a réaugmenté. Cela a été aussi en lien, selon ces papiers, avec l'abandon de certaines campagnes de prévention, de certains services. Donc, c'est une pratique qui, cette augmentation, elle n'est pas décrite dans tous les pays, seulement dans certaines, comme par exemple le Kenya. Alors, quand nous, on travaille sur ces sujets, il y a certains points auxquels il faut penser, principalement à aborder les sujets.
Souvent, on ne pense pas, devant une patiente qui est originaire d'un de ces pays considérés à risque, à poser la question. Donc, je dirais la première chose à connaître, c'est la carte et plus ou moins les groupes ethniques et les prévalences où la mutilation génitale existe. Et donc, penser à demander et savoir comment poser la question. Il y a plusieurs outils, si vous voulez vous documenter un peu plus, par exemple, produits par l'OMS, qui offrent plusieurs enseignements sur comment aborder la question. Donc, en général, même avant d'examiner, et si vous êtes un professionnel d'une spécialité qui va examiner les organes génitaux, c'est important de demander, par exemple, à madame, je vois que votre fille ou vous êtes originaire de, on peut dire, le pays. Est-ce que vous venez d'une zone où l'excision est pratiquée ou ça s'est pratiqué? Et si la réponse est oui, savez-vous si vous avez été coupé, excisé, circoncise, infibulé? Si vous travaillez avec un interprète certifié, le terme adéquat va être utilisé. Il s'agit souvent, quand on regarde les traductions, de mots qui ne signifient jamais mutilation génitale, mais plutôt purification, réduction rituelle. Donc, il faut avoir conscience des différences entre les groupes ethniques et utiliser des termes qui ne sont pas victimisants, stigmatisants, compréhensibles et aussi avec un regard et un langage corporel qui sont respectueux. Alors ça, je montre juste nos données après 2 ans de travail à la consultation. Donc, c'était en 2012. Depuis, on a implémenté beaucoup de formations. On a regardé en arrière les dossiers des patientes qui étaient venues en consultation MGF et on a vu qu'en regardant en arrière, n'importe quel type de profession et des niveaux de formation, plus qu'un tiers des organes génitaux externes des patientes étaient reportés comme sans particularité. Cela est particulièrement grave parce que ça ne veut pas juste du point de vue épidémiologique, mais parce que ça veut dire qu'on n'a pas pensé au diagnostic ou on n'a pas eu le temps de l'aborder, on n'a pas posé la question et du coup, on n'a pas documenté et pris en charge les éventuelles complications et on n'a pas parlé des préventions. Quand je parle après des conséquences épidémiologiques, il est important de rappeler que la mutilation génitale est un code qui fait partie de la classification internationale des maladies qu'on peut correctement documenter. Dans certains pays, on peut même documenter les types. Alors, ce manque de connaissances parmi les professionnels de la santé ne regarde pas juste le gynécologue obstétricien, mais c'est reporté dans la littérature dans beaucoup de spécialités, y compris les infectiologues ou les spécialistes HIV. On vient de faire une petite étude ici en Suisse, au sein de la cohorte HIV suisse, où on a juste ajouté 2 questions aux patientes qui sont suivies dans cette cohorte. C'était juste 2 questions simples. Savez-vous si vous avez eu une excision ou pas? Et si la réponse est oui, avez déjà eu l'occasion de discuter de cela avec un professionnel. Alors, on voit que malgré le contexte d'une étude, malgré le fait qu'on avait préparé les infectiologues à poser la question, à savoir où référer les patientes, on voit que 583 femmes étaient éligibles pour la question, parce qu'on a posé la question que aux femmes qui étaient originaires des pays considérés à risque, mais dans beaucoup de cas, la question n'était pas administrée, plus qu'un tiers de cas. Parmi les femmes, 387 à qui on a posé la question, ben, il y en avait 21% quand même qui avaient eu une excision. Et parmi ces 21%, 70% a dit qu'elles n'avaient jamais discuté de cela avec un professionnel de la santé malgré leur suivi régulier au sein de la cohorte HIV. Et quand on regarde les origines de ces femmes, elles viennent surtout de l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, donc probablement qu'elles ont des types 2 et 3, donc ils sont susceptibles d'avoir des complications plus que les types 1 ou les types 4. Donc, je dirais, le premier point important, c'est savoir aborder les sujets, poser la question et donc y penser tout d'abord. Le deuxième point, si on examine la patiente, c'est important de connaître les types et les possibles complications, parce que parfois, si certains types sont très évidents à diagnostiquer, il y en a d'autres qui sont plus difficiles à voir. Vous pourriez être amené à évaluer une personne excisée, adulte ou mineure, immédiatement après l'excision. Ça, c'est peu fréquent si vous travaillez dans un pays à haut revenu de la diaspora, où vous voyez plutôt des mutilations génitales anciennes, guéries, où vous pouvez évaluer des patientes qui sont référées pour une complication ou pour la mutilation génitale, ou pendant une consultation pour une autre raison, parce que vous abordez les sujets, ou plus rarement, la patiente aborde les sujets.
Ça, j'ai mis les références parce que c'est 3 atlas qu'on a développés avec beaucoup de photos, des dessins pour apprendre les types, les complications. Ce dernier bleu, il vient de sortir il y a 2 semaines où il y a plus que 70 photos recueillies avec différents spécialistes de différents pays, y compris des pays à haute prévalence de mutilation génitale, où on voit vraiment les différents types sur des couleurs de peau différentes, des groupes ethniques différents, qui peut donc être utilisé si on a un doute pour reconnaître le type. Et après, il y a cet atlas pour apprendre à faire la désinfibulation. Avant de voir les types, selon la classification qui est proposée par l'OMS depuis 2007, juste un petit rappel sur les organes génitaux externes sans excision. Donc, vous voyez ici un dessin et une photo. On travaille beaucoup avec les images, avec les patientes, parce que souvent, surtout les patientes infibulées, imaginent qu'une vulve non infibulée est toujours une vulve ouverte. Donc, un dessin ou une photo qui montre une vulve sans les lèvres écartées est importante aussi dans l'explication aux patientes. Et un dessin du clitoris qui montre qu'il est composé par un gland, un corps qui courbe sous la symphyse au niveau du coude ou genou du clitoris et qui continue au niveau des piliers, qui sont les corps caverneux. Et ici, on a les bulbes donc du corps spongieux. Donc, la partie qui est intéressée par les types de mutilation génitale qui affectent les clitoris est la partie accessible au niveau externe, donc le gland, plus ou moins une partie du corps du clitoris. Et ça, on le voit très bien au niveau d'une photo, au niveau d'une coupe sagittale à l'IRM et au niveau de ces reconstructions 3D de 3 patientes qui ont fait une IRM sans excision et 3 patientes qui ont fait une IRM avec une excision qui affectait les clitoris. Donc, vous voyez que ici le corps du clitoris est visible sous la cicatrice. La partie qui manque, c'est vraiment le gland, plus ou moins une partie du corps. Après, il peut y avoir une rétraction cicatricielle qui fait en sorte que le corps du clitoris sous la cicatrice soit remonté un peu à distance de l'urètre. Alors, on va regarder les différents types. Vous voyez que le type 1 est l'ablation partielle ou totale du prépuce, si c'est un type 1A. Ici, on voit des organes des mineurs et des organes de personnes adultes. Les types 1B, c'est quand il y a excision du gland, plus ou moins une partie du corps, plus le gland. Donc, la cicatrice, elle est un tout petit peu plus visible, mais ces types 1A et B peut être difficile à reconnaître si on n'examine pas bien la zone du clitoris. Le type 2 est l'excision partielle ou totale des lèvres internes, si c'est un type 2A. On voit ici les organes des mineurs et d'une personne adulte. Les types 2B, c'est l'excision des lèvres internes et du clitoris. J'ai toujours mis les organes des mineurs, pré-puberté et après-puberté. Et les types 2C, c'est quand il y a excision des lèvres internes, des lèvres externes et de la zone clitoridienne. Le type 3 est le type plus facile à reconnaître, c'est l'infibulation, qui est le rétrécissement des organes génitaux externes à travers l'adhésion ou la suture des lèvres externes, si c'est un type 3A, ou des lèvres internes, donc type 3, ou des lèvres externes, si c'est un type 3B. Dans les 2 cas, il peut y avoir ou pas excision du clitoris, qui peut être retrouvée intacte sous la cicatrice quand on fait une désinfibulation. Et après, il y a le type 4, qui est le type qui inclut tous les types qui ne sont pas inclus dans les 3 premiers, comme par exemple ce qui est appelé en anglais nicking ou pricking, qui est une incision sans ablation des tissus, souvent du prépuce, ici c'est d'une lèvre. Donc ça aussi, c'est très difficile à voir si on ne regarde pas bien et si on n'a pas posé la question au niveau de l'anamnèse, où la patiente peut dire oui, j'ai eu une modification des organes génitaux, une excision, etc. Le type 4 inclut aussi le stretching des lèvres qui existe dans certaines régions de Grands Lacs en Afrique, qui consiste dans l'élongation des lèvres internes.
Alors, les conséquences des mutilations génitales sont variables. Elles dépendent du type, elles dépendent du vécu, de l'expérience, de comment ça a été fait, des suites. Il y a des complications à long terme et à court terme. Les complications à court terme incluent principalement des complications urinaires, des infections, bien sûr des complications psychologiques, jusqu'au décès, qui peut être en lien surtout par exemple avec l'hémorragie ou des infections comme les tétanos, quand les matériels utilisés est contaminé. Les complications à long terme, elles incluent des complications génito-urinaires, des complications de la cicatrice comme des kystes, des brides, des adhérences, le phimosis du clitoris ou les névromes du clitoris. Les complications obstétricales, il s'agit des patientes qui sont plus à risque de déchirure, en particulier d'épisiotomie et de déchirure sévère. Et comme je disais, les complications sont surtout en lien avec les types 2 et les types 3, surtout les types 3 quand il y a un obstacle au niveau de l'introitus vaginal. Alors, il est important de souligner que quand on parle des complications obstétricales, souvent les études ont mélangé beaucoup les types. Donc, cette révision systématique de la littérature qui a été écrite par des collègues de Paris est intéressante parce qu'elle a différencié ce qui ressortent des études des pays à haut revenu et à bas revenu. Et on voit que, par exemple, les études ne sont pas très conclusives. On voit que, par exemple, le risque augmenté de césarienne, d'hémorragie, d'épisiotomie est élevés parmi les patientes avec des mutilations génitales, mais que ces risques sont élevés selon le contexte et surtout, c'est important de le dire, selon la formation des professionnels. Par exemple, quand on regarde aussi d'autres études, on voit que le risque augmenté de césarienne est souvent un risque augmenté de césarienne pour une indication qui n'est pas appropriée chez des équipes qui ne savent pas faire la désinfibulation et qui ont donc des difficultés à monitorer les travails et à permettre un accouchement physiologique. 2 mots sur la douleur post-mutilation génitale. La douleur est une complication possible. Il est important quand on la traite, donc de traiter les facteurs biologiques, psychologiques, socioculturels et relationnels en relation avec la douleur. C'est-à-dire que s'il y a une douleur en lien avec une infibulation, en lien avec un trauma obstétrical, avec des complications de la cicatrice, associé après à une histoire de PTSD ou de dépression ou d'autres événements traumatiques, c'est important de prendre en compte, si possible de manière multidisciplinaire ou interdisciplinaire, tous ces facteurs et aller les traiter. Cela est valable aussi pour la promotion de la santé sexuelle de ces patientes. Il est important de connaître les facteurs spécifiques en lien avec la mutilation qu'on peut traiter pour améliorer la réponse sexuelle et éventuellement résoudre une dyspareunie. Donc, les facteurs, comme je disais, anatomiques, mais après, tout le reste aussi. Et en particulier, ça on va en parler après, les facteurs cognitifs en lien avec les mythes, les croyances sur ce qui est normal, ce qui est beau, ce qui est sexy, les expériences passées, le partenaire si possible, etc. Donc, on a parlé surtout des complications physiques. Si on parle de complications psychologiques, la majorité des études montrent qu'il s'agit de femmes qui sont à risque de syndrome de stress post-traumatique, anxiété, dépression, mais en même temps qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui, malgré un rituel traumatique, douloureux, même en présence de souvenirs, peuvent développer des stratégies de coping du trauma et donc vivre bien du point de vue psychologique et social. Donc, quand on rencontre des patientes qui ont vécu une mutilation génitale, il est important de rester neutre, d'investiguer s'il y a des complications psychologiques qui peuvent parfois être là, mais pas associées à la mutilation par la patiente, et tenir en compte qu'il y a une diversité d'interprétation des événements dans les souvenirs. Donc, vous allez rencontrer des femmes qui se souviennent de la fête, de la célébration, de l'acceptation sociale, de la couleur de nous, des cadeaux, des vêtements, etc. Et d'autres femmes qui vont se souvenir du sentiment des trahisons, de la peur, de la douleur, de l'effet de terreur et de surprise de l'événement. Et donc, il est important de savoir aussi que la mutilation génitale, elle est effectuée à différents âges selon les groupes ethniques et que la majorité de la littérature suggère que plus l'âge est avancé, plus il y a des complications psychologiques. Il s'agit aussi d'une population souvent
migrantes ou vulnérables pour d'autres raisons. Ça, c'est une étude qu'on avait faite sur les symptômes périnéaux sur 124 patientes avec différents types de mutilations génitales. Et plus que, donc, près un tiers décrivait plusieurs formes de traumas passés différents que les mariages forcés et la mutilation génitale. Et l'âge de la mutilation génitale et la présence de ces événements traumatiques passés impactaient significativement plus que la mutilation génitale toute seule, les scores des détresses, des symptômes périnéaux. Ensuite, on parle souvent de mutilation génitale et on imagine une pratique un peu unique. On a vu qu'il y a différents types, il y a différents pays, mais donc on parle plus que 30 pays. En plus, avec la migration, on parle de vraiment tous les pays du monde, avec différentes cultures, différentes éducations, attitudes sur l'anatomie, sur la fidélité, la mariabilité, différentes religions. Et donc, cette diversité, il faut la tenir en compte dans la prise en charge, dans l'approche qu'on a avec les patientes, leurs partenaires, avec les informations qu'on offre. Et après, quand la migration se mélange avec parfois des mariages interethniques, interculturels, il y a différentes croyances qui peuvent, et différents tabous et normes qui se mélangent et qu'il faut aborder quand on donne des explications. Je vais conclure. Donc, on a parlé des communications, on a parlé de poser un diagnostic, des complications qu'on peut prendre en charge. Et maintenant, on va parler des traitements. Les traitements peuvent être non chirurgicaux, chirurgicaux. La première intervention que nous, professionnels de santé, pouvons faire, c'est donner de l'information. Beaucoup de femmes veulent savoir qu'est-ce qu'elles ont eu, quelle anatomie elles ont, qu'est-ce qu'elles peuvent s'attendre sur leur sexualité future, sur leur accouchement futur. Donc, la première intervention importante, c'est de donner une information. D'autres traitements non chirurgicaux incluent la physiothérapie, la thérapie psychosexuelle, la prise en charge d'autres traumas, une thérapie cognitive comportementale. Et après, il y a tout ce qui est chirurgical, qui inclut la chirurgie des complications de la cicatrice, comme des kystes, du phimosis des clitoris ou des brides. Et après, la désinfibulation et la reconstruction du clitoris. La désinfibulation est vraiment la promotion des santé de la femme infibulée. C'est une chirurgie qui est simple, rapide, qui peut se faire, comme on disait dans les questions, à tout moment de la vie d'une femme ou d'une fille. S'il s'agit d'une mineure, on a tendance à attendre que les organes génitaux soient exposés aux estrogènes, donc après la puberté, autour de 15-16 ans. Mais si la mineure souffre de complications, on peut le faire bien avant. On peut le faire sous anesthésie locale, sous rachianesthésie, sous anesthésie générale, si la femme n'est pas enceinte, en travail, pendant la grossesse. C'est le choix de la patiente qui prime sur le moment. Et ça permet de résoudre les complications génito-urinaires, la dyspareunie superficielle, parfois une pénétration impossible. Ça diminue le risque de déchirure au moment de l'accouchement et d'épisiotomie, d'hémorragie. Et ça permet d'effectuer tous les examens gynécologiques, y compris le dépistage du cancer du col. Alors pour nous, pardon, j'ai changé trop vite, pour nous, il s'agit d'une chirurgie simple, mais le changement pour la patiente est complexe parce qu'il faut penser qu'en 10 minutes, il y a beaucoup de choses qui changent. La manière de faire pipi, le fait de voir la muqueuse rouge, la vitesse et le bruit de l'urine qui coule, qui est parfois considéré comme un poli, vulgaire, masculin. Et donc tous ces changements doivent être bien expliqués à la patiente avant l'opération. Ces changements doivent être accompagnés après. Et parfois, même en présence de complications plutôt sévères, la femme ou la fille peut mettre du temps à décider de faire cette chirurgie. Aussi, souvent, l'infibulation est associée à une virginité prématrimoniale. Et donc, c'est important d'expliquer que l'ouverture de ce pont d'infibulation n'a rien à voir avec ce qui peut être considéré par la femme comme une virginité physique. Cette vidéo, vous pourrez la regarder. C'est une vidéo qui a été faite par plusieurs consultations pour la prise en charge de ces patientes, qui est traduite en plusieurs langues, et c'est pour informer les patientes sur le processus de la désinfibulation. 2 mots sur la reconstruction du clitoris, qui est en réalité une réexposition d'un organe qui est sous la cicatrice. À ce jour, il existe plus que 7 techniques, parfois proposées par des gynécologues ou des chirurgiens plasticiens ou urologues. Je ne vais pas entrer en détail dans la technique, mais on voit que c'est une chirurgie qui réexpose le gland
ou le corps du clitoris sous la cicatrice qui peut améliorer la réponse sexuelle, l'image corporelle. Et la première raison de demande de cette chirurgie n'est pas vraiment pour traiter une douleur ou améliorer la sexualité, mais c'est plutôt parti, comme ces études intéressantes faites en Suède et en France montrent, une réparation symbolique. Souvent, la phrase que les patientes reportent, c'est cette chirurgie représente quelque chose que je fais moi pour défaire une chose qui a été faite sans me demander mon avis. Et donc, l'accompagnement doit être multidisciplinaire, doit inclure l'information, la prise en charge d'autres traumas, comme cette équipe fait aussi à Paris. Nous, dans notre cas, quand on offre des informations, on opère finalement les femmes qui demandent initialement la chirurgie dans 30% des cas, parce que les besoins sont satisfaits en absence de chirurgie. Et donc, en général, on voit la patiente, on l'examine, on offre les informations. Ensuite, elle voit notre psychologue, sexologue. Et après, on revoit la patiente pour rediscuter de la chirurgie qu'on va effectuer en ambulatoire avec un suivi après. Le clitoris qui est réexposé va prendre environ 2-3 mois pour se réépithélialiser. Donc, la période post-opératoire est très importante au niveau du traitement des douleurs et des explications sur une anatomie qui change petit à petit jusqu'après le moment où la patiente peut recommencer à se toucher, à avoir des rapports. Et donc ça, c'est des outils, par exemple, qui sont utiles. Ça, c'est les nôtres, mais il y en a plusieurs, des clitoris 3D, des planches où c'est important d'expliquer en quoi ça consiste la chirurgie et surtout explorer les attentes de la femme. Parce que souvent, il y a des représentations de l'anatomie non coupée et post-chirurgie qui n'est pas toujours une représentation scientifique et qui correspond à la réalité. Et donc, vous voyez, ça, c'est des collègues de Belgique qui racontent dans ce papier le parcours des femmes qui finalement ne font pas la chirurgie. Et ça, c'est une phrase qui montre bien, c'est que beaucoup de patientes récentes, c'est une femme qui dit « Je pense que je ne suis pas normale, pas comme les autres. J'ai du plaisir, je profite de ma sexualité, mais il y a toujours quelque chose qui manque. » Et souvent, la chirurgie représente une manière de réparer, en plus que la prise en charge multidisciplinaire, c'est partie qui manque. Et donc, voilà, je vais terminer en disant qu'après la communication, poser la question, prendre en charge, reconnaître, éventuellement opérer ou pas. Notre rôle, c'est aussi de prévenir et protéger. Et cela passe par l'inclusion des parents, par l'information sur les droits de l'enfant, sur les lois, sur la santé, pas seulement de l'enfant, mais la santé sociale de la famille. Parce que si une mutilation génitale arrive, ce n'est pas juste des conséquences sur la santé psychophysique de l'enfant, mais c'est des conséquences économiques, sociales, affectives sur toute la famille. Donc, il est important de collaborer avec les interprètes, inclure les pères, collaborer avec tous les collègues, donc pas les gynécologues au moment de la grossesse, les sages-femmes, pendant le postpartum, la médecine de voyage et les pédiatres. Voilà, je finis. Notre rôle, c'est d'aborder, reconnaître, prendre en charge de manière compétente et professionnelle, culturellement informée et respectueuse, et de prévenir et protéger. Merci. Merci, Jasmine. Ok, donc on va passer aux questions. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, hop, il y avait quelques questions. La première, c'était est-ce qu'on peut avoir les différentes présentations? Ça, oui, il y a des enregistrements qui sont faits. Ensuite, est-ce que le consentement des parents est obligatoire chez les mineurs et chez l'adulte avec leur consentement? C'est pour la chirurgie, j'imagine. J'imagine pour la chirurgie, peut-être la désinfibulation. Alors oui, donc le consentement en général, oui, il est obligatoire si la mineure n'est pas capable de discernement. Après, en fonction des lois ou d'où vous travaillez, il faut regarder par rapport à cela. Mais en général, on évalue la capacité de discernement. Si on peut inclure les parents pour les consentements, il est toujours mieux. Mais si c'est une information que la mineure ne veut pas partager et qu'elle est adolescente, par exemple, il peut y avoir un adulte de choix qui l'accompagne. Ou on peut se référer au tribunal des mineurs ou ici en Suisse au groupe de protection de l'enfant pour pouvoir faire la chirurgie. Par exemple, j'imagine, on a eu 2 cas, nous, où il y avait des douleurs lors de l'heure de gymnastique à l'école ou une jeune patiente qui voulait mettre des tampons et qui ne pouvait pas. Et du coup, le juge a autorisé la procédure en absence du consentement des parents. Mais si on peut, c'est toujours mieux de prendre le temps d'inclure les parents, de discuter, etc.
Ok, merci. Après, c'était une remarque plutôt qui disait pour le mariage, un certificat de mutilation génitale féminine est obligatoire dans certains pays d'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Oui. Pas, et aussi ici, dans des pays de la diaspora, on peut avoir certaines patientes qui se marient après dans les pays d'origine qui nous demandent pas vraiment un certificat de mutilation génitale, mais un certificat de si elles ont fait une désinfibulation, qu'on atteste qu'il y avait des raisons médicales pour faire une désinfibulation, pour la crainte que suite à l'ouverture de la cicatrice après le mariage puisse avoir des problèmes. Et donc, alors ici, on ne peut pas faire des certificats ni de virginité, ni d'autres choses. Après, on fait des certificats de mutilation génitale pour d'autres raisons, pas les mariages, mais par exemple pour les demandes d'asile. Alors, s'il s'agit d'une attestation neutre qui atteste quelque chose, nous, on la remet aux patientes. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Je n'avais pas vraiment de questions, c'était une remarque, Ouais. donc je pense que oui. Après, il y a des remerciements. Une remarque dit une communication qui prend en compte la situation prévalente dans tous les pays avec une approche holistique des questions associées au MGF. Bravo à vous. Donc, voilà, bravo Jasmine. Il y a une question un peu technique. Quel type de fil on utilise lors de la désinfibulation? Est-ce que tu peux dire deux mots sur cette technique chirurgicale? Alors, vous pouvez utiliser du Vicryl 3.0 rapide parce que c'est des tissus qui guérissent très rapidement. Et donc, après, le choix du type de point, ça peut être soit des points simples, soit insurgés. Moi, j'utilise plutôt des points simples parce que parfois, ça guérit tellement vite qu'après, la persistance du point, ça dérange un peu. Donc, on peut enlever un ou deux points. Mais en tout cas, c'est le Vicryl 3.0 rapide. Ok. Après, il y avait une question, c'était, j'ai pas bien compris le lien entre les MGF et les migrations. Alors, je dis qu'avec le flux migratoire, ce n'est pas juste une pratique qui existe dans ces 30 pays mentionnés dans la carte, mais vous pouvez avoir une passion. Je vais faire en fait l'exemple d'une même famille où la mère est née en Somalie, la première fille en Kenya, la deuxième au Yémen et les deux dernières en France. Et donc, même dans une même famille, vous pouvez avoir des femmes avec un certain type de mutilation ou d'autres, et les dernières filles, par exemple, qui n'ont pas eu ça. Et donc, c'est pour dire que c'est une pratique dynamique avec une population qui bouge. Et donc, ça n'existe pas seulement dans les pays qui sont classiquement reportés dans la carte, c'est une pratique globale en lien avec les mouvements des personnes qui migrent. Ok. Est-ce que tu peux recommander des outils pédagogiques pour informer les personnes concernées par les MGF? Oui, alors ça, il y en a un peu en France, en Belgique. Vous pouvez aller, par exemple, le site de la Belgique, c'est Stratégie concertée contre l'excision. Il y a beaucoup de matériel. Il y a End FGM aussi qui produit du matériel. Alors, nous, on est en train de construire une petite app avec des dessins, mais et maintenant, juste la semaine passée, on a été contacté par une gynécologue qui fait des aquarelles très, très bien faits. Et on veut faire des aquarelles de différentes vulves pour montrer un dessin plutôt qu'une photo pour les femmes qui ne veulent pas voir des photos. Mais c'est vrai que ça serait important. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de matériel pour des jeunes. On a beaucoup de matériel pour les adultes, mais je n'ai pas beaucoup de matériel pour des adolescentes ou des enfants, Hmm. pour les explications. Ok, je vais reprendre juste une ou deux questions parce qu'il faut qu'on conclue. Il y a une sage-femme qui demande si elle peut réaliser un certificat d'excision ou non-excision. Et est-ce que ça aura de la valeur dans le cas des demandes d'asile? Alors ça, je peux répondre pour la France si tu veux. Je ne sais pas si c'est pareil en Suisse. Alors oui, en fait, en Europe, la mutilation génitale fait partie des violences de genre qui peuvent être inclus parmi les choses qui sont examinées dans les droits de l'asile. Après, juste l'effet d'avoir une mutilation génitale, ça ne va pas être une raison d'asile. Après, ça change d'un pays à l'autre. La Belgique, il y a plus de possibilités, en Suisse, très, très peu. Mais c'est surtout l'effet, par exemple, d'avoir des filles non excisées à risque de mutilation génitale. Donc, vous pouvez, oui, on peut vrai vous demander, nous, ça nous arrive que le secrétariat d'État des migrations nous demande des certificats de non-excision ou d'excision. Dans les certificats, après, je te laisse clair, parce que pour la France, c'est peut-être un peu différent. C'est important d'écrire l'anamnèse et l'examen. Parce que
dans notre expérience, je sais que les collègues de Belgique ont aussi eu la même expérience. Par exemple, si la femme, elle dit qu'elle a été, il y avait les organes fermés, mais elle a accouché, donc les organes ne sont plus fermés, la personne qui évalue la demande d'asile peut dire qu'il y a une contradiction entre ce qu'elle raconte et l'examen clinique. Ou par exemple, dans les types 4 où la cicatrice est peu visible ou pas visible parfois, c'est important de dire ce que la patiente dit au niveau de l'anamnèse et c'est qu'on voit. Parce que comme ça, il n'y a pas de contradiction apparente de ce que la femme raconte. Nous, en France, il y a une loi depuis l'été dernier qui dit que, en fait, pour les certificats pour les adultes, n'importe qui peut faire, enfin, les professionnels de santé peuvent faire le certificat adulte pour dire qu'il y a une excision ou pas d'excision. Pour l'OFPRA, c'est valable. En revanche, pour les mineurs, c'est plus possible que ce soit fait par des pédiatres. Il faut que ce soit fait dans des unités médico-judiciaires. Donc, ça pose pas mal de soucis parce qu'il y a des délais en général assez longs pour accéder au certificat. Donc, la loi, elle est en train d'être revue. Enfin, les UMJ sont débordés et ont demandé à ce qu'on revoie cette loi. Donc, ça changera probablement. Ouais. Et en cas de doute, toujours demander un deuxième avis. Parce que Ouais. parfois, surtout les mineurs, ça peut être subtil ou on peut avoir un doute. Yes. Ok, on va s'arrêter là. Il y avait d'autres Merci. questions, mais on va continuer. Ok. Donc, Jasmine, est-ce que tu veux prendre la main? Ouais. Et donc maintenant, c'est un plaisir de présenter la doctoresse Claire Tanté, qui est médecin infectiologue, qui travaille à Parcours Santé Sexuelle au service des maladies infectieuses et tropicales, à l'hôpital d'Avicenne, et que j'admire beaucoup parce que c'est une infectiologue. Chez nous, c'est très difficile de trouver un médecin infectiologue qui s'intéresse à tous ces sujets et qui a donc ces regards beaucoup plus larges que nous, gynécologues, on peut avoir et qui fait beaucoup de formations aussi sur les violences et la mutilation génitale. Voilà, bonne écoute. Merci, Jasmine. Ok, donc moi, je voulais vous parler du lien en fait qu'il peut y avoir entre la maladie infectieuse et les violences sexuelles et le contexte de migration. Pour ça, j'ai choisi de commencer par quelques vignettes cliniques. En fait, c'est des situations qu'on rencontre en maladie infectieuse au quotidien. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question, parce que chez les patients de maladie infectieuse, quand on a un suivi pour un VIH, une hépatite B, ben, on peut renouveler l'ordonnance et suivre le patient, les CD4, la charge virale, etc. Mais en fait, on se rend compte que quand on pousse un peu les interrogatoires, quand on revient à l'histoire de la femme, de la personne, ben, il y a un lien souvent avec des violences sexuelles. Donc, par exemple, je vais vous parler d'une patiente qu'on a reçue dans le dispositif Parcours, qui est une dame à la base qui était venue en centre de dépistage pour un accident d'exposition au sexe, une dame travailleuse du sexe originaire du Nigeria de 28 ans. Et donc elle, en fait, elle avait eu une exposition parce que le client, au moment de l'éjaculation, avait retiré le préservatif et elle craignait d'avoir été infectée, ce qui finalement, heureusement, n'était pas le cas. Et du coup, on peut échanger avec elle sur ce type de violence que rencontrent les travailleuses du sexe, aussi l'exposition aux IST, et puis aussi sur le fait qu'elle n'ait pas de contraception. Et donc, c'est une patiente chez qui finalement il y a eu une prescription de PrEP et de pilules streptogestatives. Voilà. J'ai oublié le sondage. Donc, on peut peut-être, avant que je vous donne la situation clinique numéro 2, parler du sondage. La première question, c'était c'est des questions un peu générales, juste pour faire réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble. Donc, dans quelle situation vous abordez cette question, en fait, des violences sexuelles, que vous soyez gynéco, infectieux, infirmier, médecin, dans quelle situation est-ce que vous abordez cette question-là? Systématiquement, selon certains profils de patientes. Si la patiente aborde le sujet, rarement, jamais, je ne sais pas. C'est de la curiosité, donc sentez-vous à l'aise de répondre. Voilà. Et la deuxième question, c'était, selon vous, qu'est-ce qui est difficile en fait? Pourquoi c'est difficile de poser la question des violences sexuelles?
Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de formation? Est-ce que vous avez peur d'être intrusif, de gêner la femme? Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose qui ne vous regarde pas, qui fait partie de son intimité? Ou est-ce que vous ne vous sentez pas compétent? Yes, quelques secondes encore pour répondre. Ok, on va peut-être regarder les résultats de ces deux questions. Donc, pour la première question, c'était dans quelle situation vous abordez les violences sexuelles? Donc 17% systématiquement. La moitié d'entre vous, selon certains profils, si elles abordent le sujet aussi, et rarement 8%. Et je ne sais pas, 3%. Ok. Et pour la deuxième question, qu'est-ce qui est difficile en fait pour la majorité d'entre vous? 50%, c'est qu'on a peur d'être intrusif ou de gêner la femme. Un manque de formation dans 11% des cas, de sentiment d'incompétence dans 11% des cas, rien à proposer, ou 40%, 39% qui c'est pas difficile. Ok, et bien c'est parti, on continue. Donc on revient aux vignettes cliniques. Donc la première patiente, je vous en ai parlé. La deuxième, c'est une dame en fait qui avait été orientée par un centre de dépistage en ville. Elle était allée faire un dépistage orienté par son. Elle avait fait un dépistage suite à une consultation avec son médecin traitant. Et en fait, elle vient parce qu'elle a une découverte d'infection VIH. Donc là, évidemment, il y a des changements de vie importants, beaucoup d'informations à passer par rapport au VIH. Et puis, c'est des situations dans lesquelles c'est intéressant de rentrer dans l'histoire, si la patiente est d'accord. Et elle, typiquement, en fait, elle était arrivée il y a peu de temps en France, elle avait fui son pays avec sa fille. Sa première fille aînée était décédée d'une excision. Elle avait été excisée alors que la maman n'était pas d'accord. Et donc, quand elle a eu sa deuxième fille, elle a fui avec sa deuxième fille et elle est arrivée en France. Donc, on voit bien que cette patiente, proposer un accompagnement uniquement médicamenteux du VIH ne va pas suffire. Il y a beaucoup de questions sociales qui vont se poser et psychologiques autour de l'accompagnement de cette patiente. Ensuite, nous, dans notre service de maladies infectieuses, je fais une photo que vous voyez à Davicenne, on a un centre de vaccination, un centre de médecine des voyages où les familles consultent avant un départ au pays. Et on a eu des situations, notamment celle d'Aminata, une petite fille qui était venue pour la vaccination fièvre jaune avant un départ en famille avec sa mère et sa grande sœur. Et pendant que l'infirmière discutait avec la maman, la sœur aînée, la sœur d'Aminata, a dit dans la consultation, ah bah Aminata, quand on va aller au pays, elle va être coupée. Donc voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là, comment on réagit, comment on peut accompagner la mère et puis protéger l'enfant en médecine des voyages. Donc c'est aussi une situation dans laquelle on peut rencontrer des premiers types de violences sexuelles. Et enfin, la dernière, une dame qui avait été hospitalisée pour une tuberculose pulmonaire bacillifère. C'est rien de très, plutôt banal, qui prend bien son traitement, qui n'a pas de souci. Puis en fait, quand on creuse un petit peu l'histoire de cette dame, on se rend compte qu'elle a un petit garçon d'1 an. En fait, elle est arrivée en France il y a 10 mois avec ce petit garçon. Et elle avait fui son pays d'origine parce qu'elle avait vécu un mariage forcé et des viols conjugaux, comme ça qu'elle était tombée enceinte. Et elle était partie seule, enceinte, depuis la Côte d'Ivoire, faire la route en passant par le Maroc. Elle a accouché dans le désert au Maroc de son petit garçon avant de prendre le bateau. Elle est arrivée en France, quoi. Donc, elle, c'est une femme qui aujourd'hui on a pu accompagner et puis qui a beaucoup de ressources. Et cette femme, elle a obtenu le statut de réfugiée. Elle est installée en Bretagne maintenant. Et elle est avec son petit garçon qu'elle a envoyé en pédopsychiatrie pour le suivi parce qu'elle trouvait qu'il était agité. Enfin,
vraiment une dame au parcours assez impressionnant. Voilà, pour vous dire que ça fait partie du quotidien en infectieux, ces situations de violence sexuelle. Hop. Donc, pour reprendre un peu des définitions, en fait, la violence, c'est quoi? C'est l'usage ou la menace de cet usage de la force physique ou de la puissance. Et ça peut être dirigé contre soi, contre une autre personne, contre un groupe, contre une communauté. Et ça entraîne ça entraîne ou ça risque d'entraîner un trauma, un décès, un dommage moral, un mal développement, une carence. Ça, c'est la définition générale de la violence. Nous, celles sur lesquelles on s'intéresse aujourd'hui, c'est les violences qu'on dit basées sur le genre, c'est-à-dire, c'est un peu le terme à la mode, mais ça a le mérite d'être assez clair et de rassembler en fait les violences à l'égard des femmes, les violences sexuelles au sens large et les violences liées à l'orientation sexuelle, à l'identité, donc à l'homophobie. Et ce dont on parle là, c'est en lien avec le parcours migratoire. Donc, soit c'était le motif d'exil, soit c'était sur la route, soit c'était à l'arrivée en France. Donc, là, je vous parle de la violence, pardon, dans le contexte migratoire. La violence, elle n'a pas de pays, de prédilection, elle n'a pas de frontières. Donc, à aucun moment, il s'agit d'une stigmatisation. Je partage une expérience clinique des patients que nous, on reçoit. Les violences sexuelles, malheureusement, touchent beaucoup de femmes dans le monde. Donc, pour reprendre quelques statistiques qui sont toujours, qui redonnent un peu de recul, le nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde a doublé en 10 ans. La différence entre les déplacés et les réfugiés, c'est que les déplacés, c'est au sein de leur pays, et puis les réfugiés, c'est dans des pays à l'étranger. Il y a 1% de notre humanité qui est déplacée, en fait, hein. Donc, ça représente 82 millions de personnes. Et on aurait pu s'attendre à ce que les chiffres diminuent, mais en fait, on a des augmentations qui ne font, enfin, des chiffres qui ne font qu'augmenter sur le nombre de réfugiés. Et pour rappel, 9 réfugiés sur 10 sont accueillis dans les pays en développement. Donc, c'est bien sûr une problématique dans les pays européens, mais ça reste une minorité par rapport aux problématiques de migration dans le reste du monde. Et les enfants représentent 42% des personnes déplacées. Il y a 1 million d'enfants qui sont nés réfugiés entre 2018 et 2020. Et parmi ces réfugiés, il y en a quasiment la moitié qui sont des femmes. Voilà, donc dans les motifs d'exil que nous, on rencontre dans le parcours, il y en a plusieurs. Il y a ce qui concerne les crises humanitaires et les viols de guerre. On reçoit pas mal de patients, notamment originaires de République démocratique du Congo. Les mutilations génitales féminines. Soit la patiente est partie pour éviter l'excision de sa fille, ou parce qu'elle-même avait été exilée. Le mariage forcé de l'Égypte, on va revenir dessus. Ça peut être aussi des personnes qui ont fui par rapport à une discrimination qui subissaient liée au VIH. Des personnes qui ont vécu de l'homophobie ou encore d'autres motifs. Donc, par rapport au mariage forcé, je voulais juste rappeler un petit peu que en fait, les mariages forcés, donc c'est 700 millions de femmes dans le monde. Les conséquences des mariages forcés sont multiples. Déjà, on sait que chez les femmes qui subissent des mariages forcés, il y a une exposition aux violences qui est plus élevée, que cela entraîne un arrêt de la scolarité pour une majorité d'entre elles, des grossesses précoces, et puis un isolement de la famille et de la communauté. Donc, qui est-ce que ça concerne? Ça concerne 21% des jeunes filles qui ont été mariées avant leur 18e anniversaire dans le monde. Et j'ai dit 700 millions, donc 650 millions de filles et de femmes ont été mariées alors qu'elles étaient enfants. Et 12 millions de jeunes filles sont mariées chaque année. Après, dans les motifs d'exil, il peut y avoir les violences sexuelles. Donc, dans les problématiques de violence sexuelle, il y a les conséquences directes de la violence sexuelle, qui peuvent être des conséquences physiques, somatiques, mais il y a aussi toutes les conséquences systémiques qui sont liées à ces violences.
Donc, en fait, la personne qui subit la violence, il y a un retentissement sur l'ensemble des champs de sa vie, donc sur sa santé mentale, dépression, anxiété, consommation toxique, comportement suicidaire, sur sa santé physique avec des maladies aiguës ou chroniques, urinaires, gynéco, abdominales, etc. Sur sa santé sexuelle et reproductive avec des grossesses non désirées, des infections sexuellement transmissibles, des IVG non médicalisées, et puis une stigmatisation, un ostracisme communautaire et familial. Ça fait vraiment partie du mécanisme des violences sexuelles. Donc, pour reprendre un mot sur les viols de guerre, donc, c'est des actes qui sont commis dans un contexte de guerre et de conflit. En fait, on a beaucoup parlé de la RDC, notamment du travail de Dominique Leguet, sur lequel je vais revenir un peu, qui a dénoncé cette pratique, mais c'est vrai qu'on sait que ça s'est fait dans la majorité des conflits dans le monde, en fait. En Ukraine, actuellement, dans le Tigré, en Syrie, en RDC, au Soudan, en Sierra Leone, enfin, c'est une arme de guerre qui est efficace parce qu'elle est gratuite, parce que en fait, elle va faire exploser le groupe social. C'est-à-dire que non seulement la personne, qui peut être une femme ou un homme, est violée parfois devant ses enfants. Donc tout ça, ça entraîne en fait un éclatement du noyau. Et puis, une femme qui a été violée, ensuite, il y a une honte autour d'elle. Et elle peut notamment avoir des conséquences à type de fistule et de prolapsus qui sont vraiment une exclusion, un facteur de risque d'exclusion de leur groupe. Donc, je vais dire un mot du travail de Dominique Leguet. J'imagine qu'un d'entre vous connaissent, qui est un chirurgien gynéco qui a obtenu le prix Nobel en 2018-2019. Et en fait, il travaille sur les violences sexuelles sur les personnes, donc les femmes qui ont vécu des viols de guerre. Donc, il a vraiment officialisé quelque chose qu'on connaissait déjà, mais le fait que pour accompagner les personnes qui subissent des violences, c'est un accompagnement qui est holistique. C'est-à-dire qu'il y a des soins physiques, puis il y a des soins aussi psychologiques, sexuels, mais il y a aussi une assistance légale d'aller en fait dénoncer la personne qui a pratiqué l'auteur de la violence. Et puis tout un travail de réintégration communautaire. Donc, comment la personne peut être réintégrée dans sa famille, dans sa société. Donc, il y a tout un travail sur l'empowerment, la reprise de l'autonomie des femmes. On leur apprend des métiers ou elles créent des métiers qui les intéressent et elles repartent dans leur famille avec le matériel nécessaire pour commencer à travailler. Et ils traitent beaucoup les fistules et les prolapsus. Donc, les fistules et les prolapsus, c'est lié il y a un lien avec les violences sexuelles, hein, pour les rapports traumatiques. Puis il y a un lien avec les grossesses précoces, les accouchements surtout précoces avec des petits bassins et les accouchements non dirigés. Donc ça, c'est un vrai sujet pour les patientes subsahariennes notamment, de dépister ces prolapsus et ces fistules. On a parlé comme motif d'étude des crises humanitaires. Donc, en fait, quand il y a une crise humanitaire, une crise humanitaire, c'est quoi? C'est un terme très large qui rassemble, qui veut dire qu'en fait, que les forces humanitaires habituelles ont été dépassées par l'ampleur de l'événement. L'événement, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être une guerre, ça peut être une pandémie, ça peut être une famine. Tout ça, c'est des situations de crise humanitaire. Et en fait, on sait que dans ces situations, il y a une montée de la violence, il y a une montée de l'insécurité, et que les premières personnes qui en souffrent sont les femmes et les enfants. Parce qu'ils sont plus souvent dans les maisons, que les femmes, elles ont une mobilité qui va être réduite parce qu'elles s'occupent de leurs enfants, de la famille. Enfin, elles ont une charge de travail qui est souvent plus élevée que celle des hommes. Donc, elles vont prendre soin des enfants et des personnes âgées. Et donc, elles vont avoir moins de mobilité, moins d'accès aux soins, moins d'accès à l'alimentation. Donc, c'est aujourd'hui vraiment indispensable de faire participer en fait les femmes aux décisions qui sont prises pour gérer les crises humanitaires, quoi, que la question du genre elle soit intégrée dans les programmes de gestion de crise humanitaire.
Donc, une fois que la patiente est partie, nous, les principaux parcours migratoires qu'on a sont à peu près celui-là. Enfin, c'est assez représentatif. Des patientes qui viennent majoritairement d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire très majoritairement, Sénégal, Guinée, Mali, et puis aussi de plus en plus du Nigeria. Donc là, c'est une patiente, vous voyez, qui avait traversé donc, depuis la Côte d'Ivoire le Nigeria, le Niger, la Libye, l'Algérie, le Maroc, la Libye, le bateau jusqu'en Italie et la France. Donc là, vous voyez que c'est un parcours migratoire complexe, avec beaucoup de pays traversés. Donc, on peut, en fait, en faisant parler les personnes de leur trajet migratoire, évaluer le risque de violence sexuelle. Donc, c'est quoi les facteurs d'exposition aux violences sexuelles? Ce type de parcours, par exemple, est typique. Déjà, la personne que vous avez devant vous, vous pouvez échanger avec elle et voir son niveau socio-économique. En fonction de la classe sociale, il y a un parcours migratoire qui va être différent. Euh, Ensuite, on va demander à la personne comment elle a financé son voyage. Est-ce qu'elle avait de l'argent avant de partir ou est-ce qu'elle a dû amasser de l'argent au fur et à mesure de son voyage? Donc là, il y a une exposition aux violences plus importante dans ce second cas. On va essayer de savoir si elle était seule, si elle était avec des enfants, si elle était avec des accompagnants et comment elle s'est déplacée. C'est hyper important, quoi. Évidemment, c'est pas pareil de prendre l'avion que de prendre un camion d'habitude dédié au bétail ou de payer un passeur. La plupart des patients, c'est ça. Donc, le mode de transport utilisé, c'est un facteur important. La durée du voyage, c'est très inégal. Il y a des personnes qui vont mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'autres personnes qui peuvent mettre 1 an, 2 ans. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur la majorité des parcours migratoires, il n'y a pas quelque chose, c'est jamais linéaire quasiment. Il y a des stops, il y a des arrêts. On va s'arrêter au Maroc, rester 1 an, 2 ans, et puis essayer de trouver du travail, de travailler, ou de se prostituer, etc. Et puis ensuite, on va repartir dans un autre pays. Donc, il y a vraiment, c'est pas un voyage qui est linéaire, il y a souvent des stops. Donc, plus il y a de pays traversés, plus il y a un risque d'exposition aux violences. Et il y a des pays qui font warning quand on nous en parle, notamment la Libye, notamment le Maroc et l'Algérie. Donc en Libye, ça a été largement dénoncé, mais peu d'actions qui sont prises finalement par rapport à ça. Mais voilà, des tortures dans les prisons libyennes. Donc, le fait d'avoir été emprisonné en Libye, c'est quasiment du 100% de violences sexuelles, en tout cas chez les femmes. Chez les hommes, on pense aussi que c'est quasiment 100%, mais on a moins de données, c'est moins clair. Et à partir du moment où il y a eu un stop, où il y a eu un arrêt, là, c'est un facteur de risque d'exposition aux violences. Parce que quand on est stoppé dans le désert, parce qu'il y a des contrôles, etc., qu'on ne peut pas avancer, qu'on est stoppé avec les passeurs, avec le groupe, notamment pour les femmes, ça, c'est un moment à risque de violence sexuelle. Et en fait, après, il y a l'arrivée en France. Donc, à l'arrivée en France, il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'il y a un risque d'exposition aux violences sexuelles. Et là aussi, ça va faire partie de notre travail d'évaluer en fait quelle est la situation de la personne en France. Donc, comment elle est logée? Est-ce qu'elle est logée dans un centre d'accueil des demandeurs d'asile? Est-ce qu'elle est logée dans un hôtel du SAMU social? Est-ce qu'elle est logée chez un compatriote? Et si oui, en échange de quoi elle est logée? On va lui demander voilà, si elle a l'arrêt ou pas, son statut administratif, donc est-ce qu'elle est demandeuse d'asile ou pas, est-ce qu'elle a été déboutée de l'asile, est-ce qu'elle sait lire, écrire, parler, est-ce qu'elle connaît des personnes en France, est-ce qu'elle sait déjà, elle a déjà utilisé le travail du sexe, donc nous, la majorité des patientes qu'on a, si je mets de côté certaines patientes qui sont dans des réseaux de traite, notamment des patientes originaires du Nigeria, la majorité des patientes, elles utilisent le travail du sexe ponctuellement et elles ne sont pas dans un travail du sexe à temps plein. On va interroger sur la consommation de produits, sur l'ouverture des droits au santé. Et un mot sur les migrations, les violences sexuelles et l'infection VIH. Il y a une étude vraiment passionnante, je vous invite à lire,
c'est l'étude parcours. Donc, en fait, cette étude, elle a été faite en France. Elle a regardé les personnes qui ont une infection VIH et qui sont nées dans un pays d'Afrique subsaharienne. Et elle a évalué, en fait, s'ils avaient eu le VIH, la contamination de VIH dans leur pays d'origine ou à l'arrivée en France. Et elle a montré que 35% des personnes infectées par le VIH nées dans un pays d'Afrique subsaharienne avaient acquis le VIH en France. Donc ça montre bien en fait que les moyens de vie, la précarité, la façon dont on accueille les personnes en France expose aux infections sexuellement transmissibles. Le fait d'avoir subi des violences, on le sait, ça expose à un risque plus élevé de transmission du VIH, plein de raisons qu'on va développer juste après. Et les femmes qui ont contracté le VIH après la migration, donc qui sont dans ces 35%-là, elles avaient un risque 4 fois plus élevé d'avoir vécu des violences sexuelles que celles qui n'avaient pas le VIH. Donc, il y a un vrai lien entre les trois sujets. Et en fait, il y a aussi un lien entre les comportements sexuels et l'exposition aux violences. Le fait d'avoir été exposé à des violences sexuelles dans l'enfance, ça augmente les comportements sexuels à risque dans les années qui suivent. Et en plus, le fait d'avoir vécu, c'est une étude qui avait été faite au Zimbabwe, le fait d'avoir vécu des violences quand on a le VIH, bah, c'est un facteur d'obstacle à la prise en soin, à l'accès aux soins, parce qu'il y a une culpabilité, une honte qui fait qu'on va moins aller consulter, même si on en a besoin pour l'infection de VIH. Donc, les mécanismes, ils sont assez simples à comprendre entre violence sexuelle et VIH. Vous voyez ce schéma qui montre que, en fait, si j'ai subi des violences, que je suis dans une relation d'inégalité de genre, le fait d'avoir vécu un viol fait que je peux avoir une transmission directe du VIH. Mais il y a aussi la détresse psychologique que ça a généré. Donc, je vais avoir plus de syndrome de stress post-traumatique, de dépression, d'anxiété, de consommation de substances. Du coup, je vais avoir des pratiques sexuelles qui sont plus risquées, avec plus de partenaires, du sexe transactionnel, etc. Et donc un risque d'acquisition du VIH. Je vais avoir aussi moins d'utilisation des préservatifs et un rapport à ma sexualité différent. Voilà. Et une exposition à avoir des partenaires violents. Donc, pour toutes ces raisons, le fait d'avoir vécu des violences expose au VIH. Et enfin, comment on aborde le sujet des violences? C'est intéressant parce que il y a cet enjeu de la question systématique. Maintenant, en France, on forme quand même de plus en plus les professionnels à intégrer la question des violences sexuelles dans leurs interrogatoires. C'est pas toujours fait. C'est intéressant. C'est le côté systématique, bah, ça permet de pas oublier et surtout de l'aborder comme une question que le professionnel, en fait, petit à petit, se sent à l'aise avec cette question parce qu'il la pose à tout le monde, qu'il sélectionne pas les personnes à qui il la pose. Et en même temps, il y a aussi toujours des moments clés aussi pour parler des violences. Et quand on a une patiente qu'on va suivre, qu'on va revoir, qu'on va avoir accès petit à petit à son histoire, bah, peut-être qu'en fait, OK, on a cette question en tête, on sait qu'on va la poser, mais on va choisir le moment où on la pose. Donc, pour essayer d'affiner un petit peu ça, on avait suite à des formations qu'on fait auprès des professionnels de santé sur l'excision, on s'est dit, voilà, en fait, les professionnels, OK, ils sont intéressés par le sujet des mutilations génitales, ils comprennent que c'est important, mais ils ne savent pas comment se positionner. En fait, ils ne savent pas comment aborder le sujet. Et donc, bah, nous, on va demander aux femmes qui sont excisées de nous dire comment elles souhaitent que les professionnels en parlent. Donc, on a fait des focus group. D'ailleurs, on a un petit article qui est sorti, j'ai oublié de mettre la référence pour l'envoyer éventuellement. On a fait des groupes de parole dans des assos, principalement VIH, mais c'est un petit biais, des groupes, il y avait à peu près 8 femmes par groupe. Et donc, on leur a demandé, est-ce que vous avez déjà parlé de l'excision avec les professionnels de santé? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était une bonne expérience ou une mauvaise expérience? Qu'est-ce que vous attendez finalement des professionnels de santé sur ce sujet? Et à quel moment il faut en parler? Comment? Dans quel lieu? Donc, c'était assez passionnant, ces focus group. Les deux principaux messages, le premier, c'était que
il y avait beaucoup de débats. Donc, les femmes n'étaient pas toujours d'accord entre elles. Et ça montre bien la finesse aussi nécessaire pour comprendre la problématique. C'est-à-dire que chaque femme a son histoire, son ressenti, son vécu par rapport à l'excision. Et qu'on ne fera jamais bien ou mal quand on est un professionnel de santé. C'est juste s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Et le deuxième message qui était, je dirais, le seul message partagé par toutes les femmes, c'était parlez-en, que les professionnels nous en parlent, qu'ils abordent la question. Donc là, la phrase centrale, mais déjà qu'ils voient, qu'ils parlent, s'ils le voient, franchement, s'ils voient quelque chose, il faut qu'il en parle. C'est comme s'il voit une femme, il sculpte une femme, il voit qu'elle a des bleus, des marques, il ne va pas venir et rien dire. Il va forcément dire, ça va à la maison, je vois que vous avez des marques, etc. Donc voilà, vraiment ce message de briser le tabou. J'avance un peu parce qu'on termine la présentation, mais cette phrase que j'aime bien d'une femme qui dit parce que chez moi c'était tabou, on ne pouvait pas en parler, mais chez vous en France c'est encore plus tabou, on dirait. J'ai accouché ici 3 fois et personne ne m'en a jamais parlé. Donc, je rejoins totalement Jasmine sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que pas partir du principe que ces sujets-là, ils ont déjà été abordés, même si la dame elle a un passé médical, et aller vers elle avec une curiosité bienveillante pour aborder ces questions. Voilà. Je vais terminer là-dessus, sur cette photo. Donc, on travaille dans un dispositif qui accueille les personnes exilées, les hommes et les femmes qui ont vécu des violences en lien avec leur parcours migratoire. Et on propose un accompagnement individuel, donc psychologique, sexologique, médical, autour de la douleur, gynéco, urologique, psychiatrique quand c'est nécessaire. Et puis un accompagnement collectif avec des ateliers. Donc des ateliers, il y a de la danse comme thérapie, du yoga, du théâtre, de la boxe, de la psycho-socio-esthétique. Et ces ateliers, ils ont l'intérêt à la fois de la thématique thérapeutique de l'atelier et puis d'être un gros outil de lutte contre l'isolement, avec des patients qui se retrouvent en groupe, qui communiquent sur un réseau WhatsApp, qui s'emparent des ateliers. Ça, c'est un atelier qu'on avait fait l'année dernière avec une photographe. Et c'était terminé par une expo. Et donc, des personnes qui sont suivies dans le parcours qui nous partagent sur cette photo. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation. Et il y a déjà des questions. La première question est, y a-t-il une législation claire concernant les violences sexuelles? Et si oui, est-elle transfrontalière? Bah, en fait, oui, l'ONU, il y a énormément de lois sur les violences sexuelles au niveau mondial et puis au niveau de chaque pays. Euh, Récente, en fait. Ça date plutôt des années 70, 80. Et le truc des lois, c'est qu'elles sont peu appliquées, en fait, hein. Donc, si on regarde, par exemple, par rapport à l'excision, il y a des lois dans la majorité des pays africains et elles sont rarement appliquées. En France aussi, il y a des lois, hein, on a une obligation de signalement pour protéger les enfants, c'est quasiment jamais fait. Donc voilà, les lois, c'est super important. Le cadre légal, c'est hyper important parce qu'on peut se reposer dessus, mais ça ne suffit pas à faire changer les normes sociales, en fait. Et la deuxième question, c'est les droits d'ingérence est-il appliqué dans les cadres des violences sexuelles? Alors ça, je ne sais pas répondre, c'est pas clair pour moi ce que vous entendez par droit d'ingérence. Je sais pas si Jasmine, toi, tu as une réponse. Non, moi aussi, je voulais savoir, je ne comprends pas bien la question. Vous pouvez peut-être En cas de... répéter la question? Je sais pas répondre sur le droit d'ingérence. Je sais pas. Peut-être, c'est le fait que les professionnels puissent signaler Oui, euh, même si les peut-être un personnes sont... adulte ou un Hmm. mineur. euh,
Bah oui, alors en tout cas, en France, on peut signaler. Alors, normalement, quand on fait un signalement au procureur, on doit informer les parents, sauf si on estime qu'il y a un risque pour l'enfant ou pour le professionnel. Donc, voilà. Après, récemment, on travaille notamment au Sénégal, il y a beaucoup de freins pour les professionnels à signaler parce que souvent leur nom est donné. Et en fait, ça devient assez dangereux pour eux de signaler des situations de violence. Donc, il y a la loi et puis il y a l'application pratique qui fait que parfois les signalements sont pas faits parce que les personnes ont peur de les faire, en fait. Pour l'instant, alors, en quoi le fait d'être immigré infecté par les VIH expose aux violences sexuelles? C'est une autre question. Bah, ça, c'est un peu ce qu'on a dit dans la présentation. Donc, c'est vrai qu'il y a je pense que là, vous parlez des situations de personnes qui sont infectées et qui décident de venir en France. Euh, En fait, c'est plus les conditions d'accueil des personnes migrantes qui exposent à l'infection VIH. C'était ça l'enjeu de mon propos, c'est de dire finalement la situation de précarité, le fait de vivre sans statut administratif, dans une illégalité et sans moyens, fait qu'on va avoir une exposition aux violences et donc une exposition au VIH. Et là, l'infectieux bah, on réfléchit pas mal à la PrEP, notamment chez les femmes. On essaie de comprendre pourquoi on n'arrive pas à traiter plus de personnes en fait qui sont à risque. Euh, et probablement parce que les professionnels, on s'y prend mal, je pense. Mais bon, voilà, c'est vraiment un endroit où on peut développer l'activité beaucoup plus. Après, il y a d'autres questions, toujours. Quel mécanisme de documenter ce genre de violence pour le recours à la justice? Quel mécanisme pour documenter ce genre de violence? Bah, je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'aurais répondu les certificats, hein, notamment, et le fait d'avoir des partenaires judiciaires identifiés. C'est vrai que, il arrive dans les cas de violences sexuelles que certaines personnes souhaitent porter plainte et que, vu l'accueil qui leur est fait dans les commissariats ou les gendarmeries, ben, en fait, elles arrêtent leur démarche. Donc, il y a un énorme travail qui est fait auprès des gendarmes et des policiers pour les former aux questions des violences et à l'accueil des femmes qui ont vécu des violences. Euh, Maintenant, il y a des psychologues et des assistantes sociales qui travaillent aussi dans les commissariats. Donc, quand on peut identifier des partenaires, ça aide. Et on le fait, nous, parfois, dans les cas de demande d'asile, pour justifier qu'une femme demande l'asile parce qu'elle avait subi des violences conjugales ou un mariage forcé. On l'encourage à aller porter plainte en France pour un événement qui s'est passé au pays, pour en fait apporter du poids à son propos et soutenir sa demande d'asile. Donc c'est un terrain sur lequel il y a un vrai lien entre le juridique et puis bah, la thématique des violences, quoi. Peut-être il y a le temps encore pour une question. Je vais choisir la dernière parce qu'on est tous confrontés à ça. Pouvons-nous protéger, pardon, que faire face à une femme victime de violences sexuelles si elle ne veut pas porter plainte? Et Il y quelqu'un a d'autre beaucoup, après, pouvons-nous protéger une petite fille restée au pays quand la qui veut maman est venue en dire- France? Ok. Ben, en rapide, du coup, pour la première question, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas porter plainte. Et c'est toujours pareil, c'est de se mettre au service de la personne, en fait. On peut l'accompagner, lui expliquer qu'est-ce que ça peut lui apporter de porter plainte. Et on n'est pas là pour convaincre, argumenter non plus. Et c'est tout à fait à respecter si la personne ne souhaite pas porter plainte. Il y a plein de mécanismes qui font que les personnes ne veulent pas porter plainte. Et donc, c'est aussi, c'est pas une finalité en soi. Voilà, ça fait partie de l'accompagnement de la patiente, mais c'est pas une finalité en soi. Donc c'est là qu'il va y avoir tout un travail psychologique, un travail sur voilà l'autonomie de la personne, un travail aussi sur les violences qu'il peut y avoir auprès des enfants intrafamiliales, et on va accompagner la personne de façon
global pour l'amener petit à petit à sortir de ce circuit, quoi. Et pour Noémie Gerboin, que je connais, parce que je l'ai eu en formation, donc je ne peux pas m'empêcher de lui répondre, ouais, on a souvent cette situation-là de mères qui sont venues seules, parfois pour protéger leur fille de l'excision, en pensant qu'elles pourraient obtenir l'asile pour elles, même si leur fille était par là. Mais là, dans votre question, c'est une femme, par exemple, infectée par le VIH qui vient pour des soins. En fait, on n'a pas de moyen de protéger l'enfant. Le seul moyen, c'est que l'enfant vienne en France, en fait. Donc ça, il y a des patientes qui le font de façon illégale. Elles payent, soit elles ont un statut et à ce moment-là, c'est un regroupement familial si l'enfant est mineur, soit elles n'ont pas de statut ou elles sont en demande d'asile. Et à ce moment-là, elles font venir les enfants de façon illégale. Il y a d'autres questions, mais je crois qu'on doit passer à la présentation suivante, vu l'heure. Ok. Hop. Alors, on va passer à la présentation. Merci beaucoup, Jasmine. C'était bien de pouvoir présenter avec toi. Et maintenant, on va passer la parole à Michel Bourrelli, qui est docteur en pharmacie, qui est directeur de AIDS en Provence et au niveau national en France, qui était directeur de SIDA, Fonds pour la mémoire, et directeur général du CRIPS en Île-de-France, et qui a été co-auteur récemment d'un livre avec Olivier Morel sur une histoire de la lutte contre le sida. Michel, je te passe la parole. Merci beaucoup Claire, merci beaucoup Jasmine pour ces présentations. Je crois qu'on va débuter tout de suite avec le quiz, d'après ce que je sais. Alors, du coup, je vois plus les questions. Voilà. Donc, deux petites questions sondage. Donc, les violences au sein des couples du même sexe sont des choix uniques, très rares, seulement constatées dans les couples d'hommes, moins graves qu'au sein des couples hétérosexuels, responsables de près de 10 décès en France en 2019, plus facile à déclarer à la police par la victime. La deuxième question du sondage, où il y a un choix multiple, en fait. Dans les couples de même sexe, les deux partenaires sont égaux puisqu'ils sont du même sexe. Le chantage au coming out peut être utilisé pour faire pression sur l'un des partenaires. Il y a tout autant de violences physiques chez les couples de femmes que d'hommes. Les potentielles différences d'âge ne jouent aucun rôle dans les rapports de domination. Et le rôle joué pendant l'acte sexuel par l'un des partenaires peut induire des violences. Donc, vous avez quelques secondes pour choisir vos préférences. Et donc, je crois qu'on peut peut-être regarder les résultats du sondage. Donc, au sondage numéro 3, donc, sur les violences au sein du couple de même sexe sont très rares pour 11%, seulement constatées dans les couples d'hommes pour 7%, moins graves au sein des couples hétérosexuels qu'au sein des couples hétérosexuels, 21%, responsable de plus de 10 décès en France en 2019 pour 50%, et plus facile à déclarer à la police par la victime pour 11%. Pour la deuxième question, dans les couples de même sexe, pour 18% des personnes qui sont interrogées, les deux partenaires sont égaux puisqu'ils sont de même sexe. Pour 54%, le chantage au coming out peut être utilisé pour faire pression. Pour 43%, il y a tout autant de violences physiques chez les couples d'hommes que de femmes. Et pour 11%, les potentielles différences d'âge ne jouent aucun rôle. Et pour 54%, le rôle joué pendant l'acte sexuel par l'un des partenaires peut être effectivement un facteur utilisé. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet qui m'a été demandé de faire et de suivre. Voilà. Et donc, je vous remercie en tout cas les présentations de Jasmine et Claire et puis tout ce qu'elles ont pu dire au sujet à la fois des violences et des mutilations qui sont extrêmement édifiantes et très, très complètes. Pour ma part, je vais essayer de vous parler de violences dans les couples de même sexe. Alors, ça ne sera pas une chose très facile pour la bonne raison que ce champ-là est peu investigué.
aussi bien au nord qu'au sud, un peu de partout, pour des raisons que vous imaginez. C'est-à-dire que pour un certain nombre de pays, encore récemment, l'homosexualité était ou tue ou pénalisée. Et c'est vrai que c'était quand même quelque chose qui était assez compliqué, ou surtout tue qui l'emporte dessus, puisque effectivement beaucoup de personnes se trouvaient dans des situations de couple sans pour autant l'affirmer ou pouvoir en parler. Donc, ces dernières années, les mœurs ont considérablement évolué et ont changé. Et dans tous les pays du monde, quelle que soit la législation, c'est très important, quelle que soit la législation en vigueur, les relations entre adultes consentants de même sexe existent. Et en plus, je dois vous le confier, ça va encore s'amplifier parce que dans le monde entier, un besoin de plus de droits pour des minorités se fait sentir et ces droits, forcément, s'obtiennent par la visibilité. En dehors des couples hétérosexuels, un homme, une femme, nous sommes aussi en présence de couples de même sexe, soit deux hommes, soit deux femmes. En date du 13 mai 2022, donc c'est très récent, 30 pays dans le monde autorisent les couples de même sexe à se marier, représentant un ensemble de près de 1,19 milliard d'habitants, soit 15,4% de la population mondiale. À l'ONU, 193 pays sont représentés et sur ces 193, 69 pays encore pénalisent l'homosexualité. 124 pays, donc, ne pénalisent pas l'homosexualité. Sur ces 69 pays qui pénalisent, 32 sont situés en Afrique, sur 54 dans le continent, 22 sont en Asie, sur 42 en Asie, et 9 en Amérique latine, sur 33 pays dans cet endroit-là. Et vous pourrez constater tout au long de ce que je vais vous dire, vous raconter, que ces lois ont aussi un impact sur les violences. Mais tout de même que tout à l'heure on parlait de liens entre migration, VIH, violence, il faut constater également que l'apparition de nouvelles populations a été aussi le fait de l'apparition du VIH dans le monde il y a 40 ans. C'est-à-dire que l'infection du VIH a fait surgir des personnes dont on ne parlait jamais, dont on ne parlait pas, et qui existent. Et il faut savoir que le patient, le malade du sida, a été un révélateur social dans tous les pays du monde, mais pas seulement un révélateur social, c'est aussi un révélateur sociétal. Donc, c'est important de pouvoir avancer un petit peu. Donc, je vous donne mon plan, donc avec la définition. On en a parlé tout à l'heure avec Claire, la définition, la violence conjugale est un processus au cours duquel un partenaire utilise la force ou la contrainte pour perpétuer ou promouvoir des relations hiérarchisées et de domination. Ces comportements agressifs et violents ont lieu dans le cadre d'une relation de couple entre deux époux, épouses, conjoints ou conjointes ou ex-partenaires. Ils sont évidemment destructeurs, quelle qu'en soit leur forme et leur mode. La violence conjugale est dans une relation privée ou privilégiée, une atteinte volontaire à l'intégrité de l'autre, une emprise, un conditionnement dont il est difficile de se dégager lorsqu'on en est la victime. Il s'agit de toutes les formes de violence utilisées par un partenaire ou un ex-partenaire à l'encontre de sa femme, ou de son conjoint, ou de son mari, dans le but de destruction et de contrôle permanent. Violence verbale, psychologique, économique, physique ou sexuelle. Quelques chiffres en France, c'est quand même important de se référer à ce que l'on a pu constater ces dernières années. Les violences dans les couples sont mal rapportées en général et mal comptabilisées de toute manière. Le rapport d'enquête Cadre de vie et sécurité, publié en 2017, fait état que les femmes sont beaucoup plus concernées que les hommes. Le rapport de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales de 2019 décompte 405 000 victimes par an, en moyenne, entre 2011 et 2018. 68% de ces victimes sont des femmes, 60% ont moins de 40 ans. Dans les cas d'homicide, donc où il y a un meurtre conjugal, une victime sur 5, donc 20%, est un homme, souvent ex-bourreau, donc qui a été tué par sa victime, en fait. Selon l'ONDRP, quand 10 femmes sur 100 déposent plainte à la suite de violences qu'elles ont subies,
Sur 100 hommes subissant des violences conjugales, seuls 3 osent se tourner vers la justice. Un facteur aggravant a été, en 2020, le confinement qui a été instauré et on a vu une augmentation assez importante du nombre de violences répertoriées, entre autres, dans la préfecture de police de Paris. Alors, on pourrait penser que ces violences naissent du fait d'une inégalité toujours visible entre les hommes et les femmes. Et pourtant, et là nous arrivons dans le vif du sujet, comme les hétérosexuels, les gays et les lesbiennes se rencontrent, s'aiment, souvent vivent ensemble, parfois se disputent. Comme les hétérosexuels, ils partagent la norme d'égalité conjugale qui leur paraît encore plus évidente qu'elle ne l'est entre hommes et femmes, puisque le couple gay n'unit pas 2 personnes appartenant à des sexes hiérarchisés. Qu'en est-il de la notion d'égalité dans le couple? La différence des sexes peut pas être convoquée, puisque c'est 2 garçons ou 2 filles. Mais n'existe-t-il pas néanmoins des fonctionnements inégalitaires, en particulier dans le domaine du travail domestique et de la sexualité? En quoi la gestion de la sexualité dans les couples gays se pose-t-elle de manière spécifique? La question se pose d'autant plus que les couples d'hommes cumulent sans doute plus souvent que d'autres des facteurs d'une possible inégalité. Les différences d'âge semblent être plus importantes qu'entre hommes et femmes, et elles s'accompagnent souvent de disparités sociales et de revenus. Selon l'étude nationale relative aux morts violentes au sein des couples en 2019, qui a été publiée le 17 août de cette année-là, 8 décès sont survenus au sein des couples homosexuels, dont 7 couples d'hommes. Donc, vous voyez qu'il y avait à peu près une centaine de décès chez les couples hétérosexuels, 7% à peu près. Perdu au milieu des chiffres dramatiques concernant les féminicides, évidemment, ça peut paraître quelque chose d'anecdotique. Mais cette donnée est tout aussi tragique, c'est la partie émergée d'un iceberg indicible et impensé parce que personne n'imagine jamais que cela puisse exister. C'est les violences conjugales au sein des couples LGBT+. Ça a été complètement ignoré au cours du Grenelle des violences conjugales qui s'est mené il y a quelques années et des propositions de loi qui ont suivi. Et ces violences font assez peu l'objet d'études en France. Pourtant, une méta-analyse américaine démontre en 2015 que à peu près 25 à 40% des femmes en couple lesbien et 27 à 40% des hommes en couple gay ont subi des violences conjugales au cours de leur vie. Ces chiffres, équivalents à ceux des femmes en couple hétérosexuel, mais bien supérieurs à ceux des hommes en couple hétérosexuel, incluent pareillement des violences physiques, verbales, psychologiques, matérielles ou encore sociales. Pour autant, le silence demeure. Les violences dans les couples gays, donc, les violences sont les mêmes dans les couples hétérosexuels, gays et lesbiens, mais les processus semblent complètement similaires, avec une définition très large des violences, parce qu'on inclut les violences psychologiques et sexuelles, évidemment. Les couples gays enregistreraient plus de violences physiques et la violence dans les couples lesbiens serait plus fréquente que dans les couples gays entre hommes, mais moins sévère en termes de blessures physiques. Si les violences non physiques ne sont pas l'apanage des couples gays ou lesbiens, certains méfaits leur sont propres. Donc, on a plusieurs façons d'exercer des formes de violence. On en parlait tout à l'heure dans le quiz. Le chantage à l'outing, parce que nombreux sont les garçons ou les filles dans des couples de même sexe qui n'ont pas parlé de leur sexualité à leur famille et à leur entourage. Donc, ils font un chantage à l'outing sur la sexualité, mais ça peut être aussi un outing sur la séropositivité, en particulier dans un couple gay. Et tout à l'heure, une question a été posée sur le lien, effectivement. Effectivement, être VIH positif, si on n'en a pas parlé à sa famille, si on n'en a pas parlé à son entourage, mais que son partenaire un peu dominateur le sait, c'est un moyen d'avoir une pression, d'exercer une pression sur lui. La supériorité financière, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, le fait d'être plus fortuné, d'avoir plus de moyens, peut parfois imposer une domination sur celui qui en a un peu moins.
Et le positionnement dans les rapports sexuels, puisque de manière, on en parlait aussi ça dans le quiz, le fait d'être passif par rapport à celui qui est actif, souvent, se met dans une position de domination parce que le positionnement renvoie à l'image qu'on a de celui qui est passif, qui serait assimilé, entre guillemets, et c'est beaucoup de guillemets dans ma voix, à une femme, donc qui serait soumise par rapport à celui qui est dominateur et qui est pénétré. Donc, ceci, c'est quand même très, très important aussi. Il y a aussi toutes les violences verbales qui sont imposées parfois à des hommes trans ou des femmes trans. Donc, c'est une question de genre, là. Donc, où lorsque l'on a une position dominante, on va pouvoir imposer un fonctionnement plus particulier et parfois mégenré, donc traiter l'autre mal à travers un vocabulaire qui n'est pas adapté à son genre, qui est différent effectivement de son sexe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la domination n'est donc pas seulement entre hommes et femmes. Ces violences, elles existent aussi dans le cadre du couple et certaines associations évitent d'en parler. Le problème, c'est souvent le silence. C'est-à-dire que on va pouvoir reporter et à constater qu'il y a des violences, parfois visibles. On parlait tout à l'heure de bleu au cours des consultations, etc. Mais comme on a affaire à un homme, lorsqu'on est soignant, on aura encore plus de mal, très certainement, à s'imaginer qu'il y a des phénomènes de violence qui sont liés dans ce couple. Donc, ce chantage est quand même assez spécifique, le chantage de l'outing dont je vous parlais tout à l'heure, est assez spécifique effectivement aux LGBT, parce que ça n'existe pas dans les relations de couple hétérosexuels. Alors, force est de reconnaître à l'heure actuelle qu'il existe toujours et encore des grosses failles au sein du système d'aide sociale, parce que les policiers et le personnel judiciaire ne sont pas formés pour accueillir ces personnes et très souvent poser des questions qui sont assez intimes et qui se rassemblent et qui ressemblent essentiellement aussi à la problématique de l'accueil des des femmes qui ont été violées, même si désormais il y a un personnel qui en principe, à chaque commissariat de police, est formé pour accueillir, recevoir et orienter. Pour ce qui est de ces violences au sein des couples de même sexe, on a encore un certain nombre de chemins à faire et il y a un certain nombre de freins encore plus particuliers, encore plus intenses lorsqu'on est un homme gay ou une femme lesbienne d'aller rapporter à la police qu'on a été violenté, maltraité par son conjoint ou sa conjointe. Donc, c'était effectivement un grand travail qu'il va falloir développer parce que à l'heure actuelle, c'est pas vraiment prévu. Ces rapports de domination, de toute manière, sont toujours liés au fait que c'est une personne qui prend une autre pour sa propriété. Et ça, il faut bien voir que ce fonctionnement de celui-ci ou celle-là m'appartient, ça n'a absolument aucun lien avec aucun sexe. C'est-à-dire que c'est assez ouvert sur tous les sexes et chacun a une possibilité d'exercer ses talents de dominant et de dominateur ou de dominatrice sur l'autre et c'est pas réservé à quelconque personne. Alors, avant de terminer, parce que j'essaie de rattraper un petit peu pour qu'on soit dans les temps, parce qu'il y a un certain nombre de questions, il y avait un cas très particulier parce que nous menons des études aussi en Afrique dans notre laboratoire. Et on avait découvert que un certain nombre d'hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes sont aussi impliqués dans des couples hétérosexuels, c'est-à-dire qu'ils sont bisexuels tout simplement, mais ils ont plus de rapports avec des garçons, mais ils sont mariés. Et eux-mêmes, ayant subi un certain nombre de discriminations, de violences, il a été prouvé, démontré que ces garçons-là qui avaient été violentés, discriminés, étaient eux-mêmes plutôt violents dans les relations sexuelles qu'ils pouvaient avoir avec leurs femmes dans le cadre d'un couple hétérosexuel. Donc, en conclusion, même si ça, c'est pas encore bien intégré dans les esprits, les violences dans les couples de même sexe non seulement existent, mais sont assez fréquentes.
et encore plus difficile à rapporter auprès des forces de police par les victimes, tant les professionnels ne sont pas préparés, je vous le disais, à recevoir de telles plaintes, et les victimes peu enclines à aller déposer plainte par peur des réactions. Sans aucun doute, les récentes évolutions qui ont permis de mettre en lumière l'ampleur du phénomène, les phénomènes de MeToo, etc., permettront aussi à ces victimes de plus rapporter les cas de violence dont elles ont pu être l'objet. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis du coup, on va essayer d'avancer quelques questions et conclure d'ici le temps qui nous est imparti. Alors, je fais moi-même les questions-réponses puisque je crois que je suis tout seul. Alors, peut-on avoir une référence sur les données en rapport avec les couples homosexuels dans le monde? Une référence sur les données en rapport avec les couples homosexuels dans le monde. Quels sont ces pays qui pénalisent l'homosexualité dans le monde? Les statistiques que vous avez doivent exposer. Alors, je vous le disais tout à l'heure, sur la pénalisation, il y a même 9 pays dans le monde qui ont toujours la peine de mort qui est instaurée pour l'homosexualité. Je crois qu'il y avait toujours le Soudan, entre autres, l'Iran, qui sont concernés. Il y a 9 pays en tout. Je n'ai pas la liste exacte, mais sur la pénalisation générale, c'est-à-dire pénalisée par des mois de prison, parfois des années, il y a effectivement 32 pays qui sont en Afrique, 22 en Asie, 9 en Amérique latine. Donc sur les 69. Alors je regarde si j'ai une autre question. Je n'ai pas d'autres questions à l'heure actuelle, donc je sais pas, je ne vois pas s'il y a des mains ou pas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ah, il y a une question, voilà. Comment lutter contre les violences sexuelles intracommunautaires grâce à des approches communautaires? Alors, c'est la question qui est effectivement très compliquée à répondre parce que je pense que ces violences-là naissent pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que on ne devient pas violent physiquement, on ne frappe pas quelqu'un, on n'insulte pas quelqu'un du jour au lendemain. C'est quelque chose qui, à mon avis, se construit, qui a été construit en amont, soit dans l'entourage familial. Souvent, on dit, alors je ne suis pas spécialiste par contre des violences en général, mais on dit que plus on a subi de violences soi-même, plus on risque d'être violent. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut couper ce cercle infernal qui fait qu'à un moment donné, ça ne s'arrête jamais s'il y a toujours quelqu'un qui a été violent avec un autre. Je pense que c'est aussi tout ce qu'on peut voir en termes d'accompagnement et de visibilité sur pour l'homosexualité. Vous avez des exemples flagrants récemment, hein, je veux dire. Donc, nous sommes le 19 mai, il y a 2 jours, c'était la journée IDAO, donc qui est la journée des droits des LGBT+ dans le monde. Et dans une équipe française, un joueur a refusé de porter un maillot qui arborait l'arc-en-ciel en soutien, alors qu'on ne demandait pas à lui d'être homosexuel. Mais tout ceci, le fait de ne pas partager, ne pas comprendre qu'il y a des gens qui souffrent quelque part et que avoir un arc-en-ciel sur soi, ça veut pas dire qu'on est homosexuel, mais ça veut dire qu'on partage la cause de ceux qui vivent, ceux qu'on ils ont vécu dès leur naissance. Hein. On est homosexuel, on ne devient pas, on assume son homosexualité, mais en fait, c'est pas un choix. Je trouve que c'est quand même très compliqué d'avoir un environnement qui n'est pas, qui ne comprend pas qu'on doit partager des luttes communes qui sont comme le racisme, hein, c'est du même niveau. À un moment donné, il faut casser cet engrenage permanent de l'autre qui est différent et forcément ne nous ressemble pas et on doit lui casser la gueule parce qu'il ne nous ressemble pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué à régler, mais il faudrait vraiment agir là-dessus. Alors, comment distinguer les gestes brutaux pendant les rapports, surtout attendez, j'ai perdu, lorsqu'il y a ceux qui aiment et la violence sexuelle. Alors, comment vous dire, quand je parle moi de violence au sein des couples de même sexe, c'est pas un jeu. D'ailleurs dans les couples qui soient hétéros ou homosexuels, chacun choisit
il y a un consentement éclairé et partagé de savoir quelles sont les règles que l'on met lorsqu'on a un rapport sexuel. Si certains préfèrent des rapports plus vifs et que tout le monde est d'accord, ça n'est pas un problème. Mais lorsqu'on met des claques et que l'autre ne le veut pas, ou qu'on oblige l'autre à avoir un rapport sexuel alors qu'il ne le veut pas, c'est pas du jeu et c'est du viol. C'est-à-dire que même dans un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, quand c'est non, c'est non. Et lorsqu'on force sa partenaire ou son partenaire à avoir un rapport sexuel alors qu'il ne le veut pas, même si c'est son partenaire, c'est du viol. Donc c'est pas du jeu, quoi. Donc là, du coup, on le distingue assez facilement. C'est-à-dire que si on est d'accord, on est d'accord. Mais si on n'est pas d'accord, c'est non. Donc, c'est la même question. Il y a aussi des violences voulues et recherchées par le partenaire. Je ne sais pas si c'est quand même de ça dont je parle. Je ne parle pas des accords et des jeux. Hein, je veux dire. Donc, les boxeurs boxent et ils se frappent. Tout le monde monte sur le ring et tout le monde est d'accord pour se recevoir des coups de poing devant des spectateurs d'ailleurs. Et ça, c'est très encadré. Mais par contre, au coin de la rue, si j'ai des gants de boxe ou pas de gants de boxe et que je vois quelqu'un qui ne me plaît pas et que je lui casse la gueule, eh bien, ça, c'est pas voulu. C'est très simple. Hein, c'est quelque chose que l'on peut assez facilement cadrer. Alors, avez-vous des données sur les connaissances, attitudes et pratiques des personnels de santé sur les violences sexuelles en Afrique? Alors, j'en ai pas plus qu'en France d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est très peu rapporté. On sait que ça existe lorsqu'on interroge les personnes elles-mêmes, mais la difficulté, c'est de rapporter quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et au-delà de l'intime. Depuis l'arrivée du VIH dans le monde, et ces 15 dernières années en particulier en Afrique, euh, beaucoup de progrès ont été effectués avec des cliniques de santé sexuelle qui sont ouvertes un peu de partout, au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, etc., où le personnel est habitué à recevoir et à accompagner et à comprendre. C'est quand même des lieux très spécifiques. Mais par ailleurs, en même temps, je connais aussi, pour être allé très très souvent sur le terrain, ici ou ailleurs, des personnes qui ne sont pas des personnels soignants, des personnels de santé très orientés et très sur le sujet, sur le VIH, je ne parle pas de violence, il y a très peu qui écartent les fesses d'un garçon. Hein, donc, et du coup, on se retrouve parfois avec des condylomes et des cancers anaux parce qu'on n'a même pas pensé à écarter, à faire déshabiller un garçon pour regarder ce qui se passait au niveau de son anus. Donc, parler de violence au sein du même couple, d'un couple de même sexe, c'est encore plus difficile et souvent, ça rejoint un petit peu ce que disait tout à l'heure aussi bien Jasmine que Claire, c'est la nécessité pour des personnels de santé de savoir poser des questions, de regarder et de voir le corps de l'autre et de poser des questions et peut-être d'arriver à mettre en confiance pour arriver à sortir la personne qui est souvent très désarmée face à ça. Ensuite, selon vous, dans un pays qui pénalise l'homosexualité, comment les violations dans les couples LGBT peuvent mieux être adressées auprès des forces de maintien de l'ordre sans risque que les victimes... Mais évidemment, que les violences puissent être interpellées. C'est très compliqué. Un certain nombre de pays qui pénalisent, si vous allez dire, bah, moi, mon copain ou mon mari, mari, c'est pas officiel, donc, mais mon copain dans mon couple m'a battu, vous risquez de rester en prison. Et d'être battu en prison. Donc, de toute manière, toutes ces lois qui pénalisent, entre autres l'homosexualité, mais pas que l'homosexualité, on a des lois qui sont extrêmement discriminantes pour les séropositifs dans certains pays, des lois qui sont aussi discriminantes pour les femmes. Toutes ces lois sont sidatogènes, c'est-à-dire qu'elles vont entraîner le plus grand risque de contamination. Et évidemment, on ne va pas en parler. On ne va pas aller voir le commissaire de police en disant j'ai été battu par mon copain si le risque, c'est de rester en prison. Donc, moi, je n'ai pas de solution. La seule vraie solution, c'est de changer la loi. Ces lois-là ne vont pas dans le bon sens de plus de liberté, de plus d'intégration, de plus de compréhension, de moins de sida et de moins de difficultés pour chacun. Quelle prise en charge aujourd'hui pour ces violences? Existe-t-il des recommandations de l'OMS sur la prise en charge des violences sexuelles, surtout au profit des HSH?
Il n'y a pour l'instant pas vraiment de recommandations claires et définies, mais parce que les recommandations sont larges, c'est-à-dire que les violences dans des couples, de plus en plus, on les étend à tous les couples. Dans les pays européens, il n'y a pas de différence. Les violences dans les couples sont les violences dans les couples. Si on est hétéro ou homo, il n'y a pas de différence. Donc, la difficulté, c'est de comment est-ce qu'on peut arriver à avancer en l'absence, effectivement, d'un certain nombre de cadres bien établis. Donc, c'est vrai que il n'y a pas un petit guide particulier là-dessus, mais je suis sûr que dans les années à venir, puisqu'on a un peu de retard, grosso modo, sur ce sujet-là, mais sans nul doute, ça va évoluer. Il y a une très longue question là. Du coup, je tenais d'abord à remercier Benin. D'accord, les différentes formes de violence, mais bon. Le fait de refuser de porter une effigie ou un maillot, un vêtement, non plus ne veut pas dire qu'on est homophobe. Chacun a ses convictions. Je pense que, alors ça, c'est par rapport au match de foot tout à l'heure. C'est juste qu'aujourd'hui, on doit nécessairement partager des idéaux des autres. Maintenant, je parle des rapports sexuels entre couple hétérosexuel et homosexuel. J'aimerais savoir si vous avez des études, des chiffres sur les violences. Ça m'intéresse bien et je suis médecin. C'est vrai qu'on a souvent tendance à examiner les femmes, plus difficilement les hommes ou les enfants. Alors, les études, vous les verrez, je peux peut-être vous les faire passer. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, en particulier aux États-Unis depuis 2015, effectivement, et puis dans le PowerPoint que j'ai. Sur la première partie, je ne dis pas qu'il faut adhérer. Je dis que quand on est une star de quelque chose et que l'on a un positionnement qui va à l'encontre de ce qui peut permettre de faciliter l'intégration d'un groupe, quel qu'il soit, c'est un peu gênant. Et on ne demandait pas à ce joueur de dire ou d'affirmer qu'il aimait les homosexuels, mais on disait simplement qu'il voulait lutter. Ce jour-là, c'était pour éviter d'avoir des gens qui se font tuer, ce qui arrive encore très souvent dans le monde, parce qu'ils sont homosexuels. Donc, une sacrée différence. C'est pas de partager, de dire c'est super l'homosexualité. Moi, je dis pas c'est super l'homosexualité, je dis pas c'est super l'hétérosexualité. C'est super d'être vivant, je crois. Donc, je crois que c'était assez important. Donc là, je pense qu'on est obligé de s'arrêter parce qu'on est à 7 minutes de la fin. Donc, on va quitter les questions. Je vais faire une petite conclusion sur les trois présentations de cette journée. Je crois que les violences exercées sur les personnes n'ont pas qu'un effet immédiat. Il faut savoir que la plupart du temps, c'est un effet au long cours. Mes estimes de soi, dépréciation, et elles ont aussi un facteur, vous avez vu, important parce que ça va favoriser parfois la contraction du VIH. Tout le monde est concerné, quel que soit son sexe ou son genre ou la géographie de son lieu. Ces violences sont liées aussi au propre parcours des personnes, parfois les migrations, les guerres, la stigmatisation, et ces violences sont systémiques et organisées par un État ou une armée. On parlait des viols, et c'est le cas de l'armée russe en Ukraine, par exemple, à l'heure actuelle. Je fais dans l'actualité, soit privées dans le cadre des relations de couple, et quels que soient les couples, puisque je parlais moi des couples de même sexe tout à l'heure. Dans tous les cas, que ce soit des violences ou que ce soit des mutilations, ce qu'il faut savoir et qu'il faut retenir de nos trois interventions, il faut pouvoir entendre et accueillir. Il faut pouvoir écouter et construire les réponses à ces problématiques avec les personnes elles-mêmes. La parole peut être libératrice et ça peut permettre aux victimes de sortir de la culpabilité qui les remplit, alors qu'on ne le répète jamais assez. Ce sont des victimes de violences et elles ne sont pas responsables de ce qu'elles ont vécu. Donc, je vous remercie pour avoir suivi ces presque 2 heures, là, donc 1h55 pour l'instant. Je vous remercie aussi de ne pas oublier de répondre au questionnaire de satisfaction. Vous voyez, il suffit de cliquer sur ce qui s'affiche là ou de le copier, je pense, sur Edmonkey, pour avoir un petit peu un retour de ce que vous avez aimé, pas aimé, et votre satisfaction pour pouvoir continuer à vous rencontrer de façon régulière. Je vous donne aussi rendez-vous à la prochaine AFRANUM qui a lieu le jeudi 23 juin 2022, toujours de 17h à 19h heure de Paris. Donc du coup, ce module numéro 10, qui n'est pas le dernier, parlera de dépistage VIH, IST et hépatite. Et il sera modéré par le professeur Chakroun de la Tunisie.
avec l'amélioration du dépistage généralisé du VIH, du VHB avec Karine Champenois, Gilles Vandeler qui parlera de stratégies de dépistage de l'hépatite C, de Jean-Siad Moncel pour comment intégrer le dépistage de GST dans les soins de VIH. Et la conclusion sera faite par le professeur Chakroun. Donc, évidemment, comme toujours, questions-réponses, vous pourrez intervenir. J'espère que ces 2 heures vous ont satisfait et satisfaite. Voilà ce qui est arrivé jusqu'au numéro 10, mais ça va continuer. Donc, suivez-nous, regardez, soyez attentifs à l'Afranium et soyez toujours plus nombreux à suivre ces webinaires. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis à bientôt.